Alors tout d'abord, des communautés d'études. Tout simplement essayer de balayer un petit peu le contexte. On parle beaucoup de communautés d'études, on en parle de plus en plus, vous avez vu sur ce salon, je dirais même dans la presse dédiée, etc. On en parle de plus en plus. Alors globalement, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un effet de mode? Il y a eu des effets de mode dans le monde, on va dire, des études depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Tout d'abord, pour nous, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène absolument fondamental. La raison, c'est que le monde a changé. Alors à cela, on peut estimer que depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, disons une vingtaine d'années, les technologies bouleversent vraiment notre façon de travailler. Alors dans un premier temps, ça a été, on va être plus efficace, on va faire plus vite, on va faire mieux, on va gagner du temps globalement, etc. Et on va gagner en organisation. Ça, c'est la première phase. Et puis il y a eu une deuxième phase qui est arrivée il y a une dizaine d'années, principalement avec l'arrivée de Facebook, qui a commencé à changer les attitudes. Et il y a un deuxième phénomène à côté de ça, c'est l'explosion du smartphone. Donc, pour nous, les deux phénomènes fondamentaux qui ont vraiment changé les comportements, et je ne vais pas faire une étude sociologique, mais je vais vous dire quels sont les deux comportements fondamentaux qui ont été bousculés par cette arrivée-là et qui ont un impact sur la façon de faire la recherche d'insight. Alors, tout d'abord, le premier élément fondamental que nous devons prendre en compte, nous, professionnels du research, de l'insight, c'est je veux participer, je veux collaborer. Le deuxième élément structurant, qui est aussi à prendre en compte, c'est où je veux, quand je veux. Ça veut dire que, par exemple, faire venir des populations jeunes, nous sommes des gens du monde des études, à un focus group le soir entre 19h30 et 22h, faire venir des jeunes, il faut être convaincant. Parce qu'ils veulent bien participer, mais ils ne veulent pas être dans un cadre un peu trop restreint. Donc ça commence à être un vrai problème pour la recherche d'insight. Alors c'est quoi une communauté d'études? Alors, pour faire très simple, c'est un réseau social privé. Donc, ce sont des gens, si vous voulez, qu'on a sélectionnés, qu'on a qualifiés, qui ont été invités. Quand je dis qualifiés, c'est parce qu'on veut quand même des gens, il ne faut pas rêver, pour être à l'aise sur une communauté d'études, il faut quand même des gens qui aient une certaine aisance avec les technologies, qui est quand même un peu l'habitude. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais touché un PC, etc., qui vient rentrer comme par magie dans une communauté d'études. Donc, globalement, c'est ça. On va retrouver, on en parlera un peu plus après, ça peut représenter, on va dire, généralement de quelques dizaines à quelques centaines de personnes, mais je vais y revenir. L'idée, c'est simple, c'est que vous avez toujours la démarche top-down. Vous avez le chargé d'études qui va s'adresser aux membres et qui va leur demander des choses. Deuxième chose fondamentale, être à l'écoute des remontées spontanées, donc le bottom-up. Ça, c'est un élément fondamental, et on n'y est pas si habitué que ça. On pense qu'on y est habitué, mais pas tant que ça. Parce que lors d'un entretien en face à face ou lors d'un groupe, bien sûr, vous allez écouter les remontées spontanées. Et vous allez un tout petit peu adapter votre truc. Là, c'est très différent. Les remontées spontanées vous permettent de faire bouger énormément le plan d'études. C'est pas seulement à la marge. Et troisième élément, c'est de favoriser au maximum l'échange entre les membres pour se mettre à leur écoute. Quand je dis écoute, c'est évidemment une écoute écrite, c'est pas une écoute orale. Et de favoriser ça parce que là-dedans, on découvre des pépites. C'est-à-dire que dans tout le flux d'informations que les gens échangent entre eux, eh bien, en le regardant, vous verrez, Guillaume en parle un peu sur la façon dont il analyse, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles, tout simplement, globalement, on a l'habitude de dire, ils répondent à des questions qu'on ne leur a pas posées. Globalement, ça s'adapte à de multiples types de problématiques. On en a listé ici quelques-unes. Vous voyez, tests de concept, expérience consommateur, co-création, idéation, tout ce qui est le travail sur les tests de messages, quels qu'ils soient, messages vidéo, contenu, discours, arguments, etc., etc. Donc globalement, ça s'adapte à un tas de problématiques. Alors maintenant, on va aborder un cas d'étude concret, donc, qui est celui d'Eurosport, et je vais vous en parler du coup de mon point de vue de chargé d'études Cali. Donc, premier point à aborder, c'est bien évidemment comment passer du brief client à une communauté d'études en ligne. Donc, comme pour une étude classique, finalement, il s'agit déjà de comprendre le brief et les objectifs pour déterminer finalement la méthodologie la plus adaptée. Dans une communauté d'études, en fait, on utilise ce qu'on appelle un plan d'activité. Plan d'activité qui est en quelque sorte l'équivalent d'un guide d'animation au sein duquel nous mettons en place les différents outils que nous utiliserons en fonction des problématiques et des questionnements du client. Alors dans le cas qui nous intéresse, Eurosport, nous avions deux objectifs. Un premier objectif finalement de type exploratoire, donc pour avoir une vision globale de notre cible, la comprendre et déterminer finalement les insights clés. Et pour ce faire, nous avons utilisé différents types d'outils. Alors en premier lieu, je dirais, celui qui était le plus important, ça a été le forum communautaire.
Alors les forums communautaires regroupent l'ensemble des participants, donc ici, comme le disait Philippe, 80 personnes environ, sachant que les forums communautaires peuvent subsister en simultané, il peut y en avoir plusieurs en même temps. Et l'idée ici, c'est finalement d'être le plus large possible, en fait, de lancer un sujet assez large, de ne pas trop chercher à animer, mais plus à modérer finalement, pour que les clients, les participants puissent s'exprimer finalement le plus librement possible, pour trouver la pépite en fait. Et du coup, nous, chargés d'études, nous intervenons assez peu, uniquement lorsque l'on peut tomber dans la digression, ou dans le cas de débordement, ce qui arrive vraiment très rarement. Mais c'est vraiment l'idée de les laisser très libres pour trouver effectivement cette pépite. Et il faut savoir aussi qu'il y a un point très important, c'est que les participants ont la possibilité de créer eux-mêmes leur propre sujet. Donc ce qui finalement a pour but de les impliquer davantage, et puis de faire émerger de l'info auquel on n'aurait pas forcément pensé en amont. Deuxième outil utilisé, ça a été le e-cahier. Non, c'est encore avant. E-cahier, finalement, c'était des carnets de bord individuels que chaque participant devait remplir durant une semaine pour véritablement s'immerger dans leur vécu, dans leur quotidien, avec aussi la possibilité de réaliser des activités offline. Par exemple, on leur a demandé de réaliser des reportages photos pour vraiment s'immerger, s'imprégner de leur vécu et comprendre leurs usages, attitudes. Et puis, dernier point, je dirais plus en annexe, c'est des mini-sondages, il y a des questions du jour que l'on a utilisées pour lancer des petits coups de sonde pour quantifier certaines infos, certains points clés, certains usages. Ensuite, deuxième objectif qu'Eurosport nous avait demandé, c'est un objectif de type prospectif. Donc là, c'était véritablement déterminer l'évolution des médias sportifs dans le futur et vraiment hiérarchiser, comprendre quelles sont les attentes majeures des clients. Alors là, nous avons utilisé différents types d'outils. En premier lieu, je dirais le bulletin board, qui était en quelque sorte la pierre angulaire de cette seconde partie étude. Alors le bulletin board, lui, ne regroupe pas l'ensemble des participants. Ça fonctionne dans sa structure un petit peu comme un focus group asynchrone, puisque ça nous permet de sous-segmenter. Généralement, ça regroupe entre 25-30 participants maximum, pour avoir le côté émulation de groupe, et puis ne pas avoir trop de monde, puisque ici, l'idée, c'est d'être quand même plus actif, de plus animé, plus relancé, pour vraiment creuser l'information. Donc là, c'est la différence par rapport au forum communautaire. Donc comment ça fonctionne? Finalement, pendant une semaine, il y a une thématique quotidienne qui est abordée, avec 4 à 5 grandes questions journalières. Et nous, chargés d'études, nous avons un suivi des postes au fil de l'eau, avec des relances quotidiennes. Et l'avantage, finalement, c'est de pouvoir combiner à chaque fois la dynamique de groupe et le côté individuel, parce qu'on peut faire soit des relances collectives, ou soit des relances individuelles, en fonction de la lecture de poste, donc s'il y a un manque au niveau de l'information, ou pour creuser des points vraiment intéressants que l'on souhaite véritablement approfondir. Au sein de ces bulletin boards, on peut aussi réaliser des exercices projectifs. Alors là, on voit bien, en fait, c'est dans le cas d'Eurosport, on avait utilisé l'exemple des collages. On leur avait demandé de réaliser un collage en fait, de l'image qu'ils avaient des différentes chaînes de télé. Et ça a plutôt bien fonctionné. Là, c'est assez parlant. Par exemple, pour beIN Sport, on voit l'image du requin, le côté confiance, la multiplicité des sports proposés, etc. C'est quelque chose qui fonctionne aussi bien que dans un focus group classique. Ensuite, nous avons utilisé, c'est de manière un peu plus annexe, mais c'est pour le côté plus ludique, parce qu'il faut aussi combiner les différents types d'exercices pour les participants. Parce qu'on ne peut pas leur demander que faire des bulletin boards ou des forums. Il faut aussi des activités un petit peu plus ludiques, didactiques. Et les exercices de ranking fonctionnent plutôt bien. Alors par exemple, on utilise une cible et on leur demande de classer des items, des concepts, des points clés par tri, par hiérarchisation, et puis aussi de justifier leurs propos. Et puis, dernier outil que l'on a utilisé, c'est un lien vers un questionnaire quanti pour là véritablement quantifier certains points que l'on avait abordés. Pour mieux vous expliquer mon rôle, je vais d'abord vous expliquer pourquoi Enov a choisi de recruter un community manager. Alors, à la base, ça part d'un constat. Ce constat, c'est que les communautés en ligne nécessitent les compétences de deux mondes différents qui jusqu'à présent n'avaient jamais travaillé ensemble. Ces deux mondes, ce sont d'un côté le monde des community managers, justement, dont la compétence est de savoir animer une communauté sur Internet. Et le deuxième monde, c'est de l'autre côté le monde des chargés d'études,
dont la compétence est de savoir rechercher et analyser l'insight. En général, j'interviens sur plusieurs études en même temps. Donc, par exemple, au mois de mars, j'ai intervenu sur une communauté dans le cadre des transports, qui avait 64 participants, aussi sur une communauté sur la VOD qui avait 35 participants, et sur une communauté sur le thème de la grande distribution avec une centaine de participants. Donc, en quoi consiste mon travail globalement, dans les faits, j'interviens tout au long de l'étude, en amont, pendant, en aval et même après l'étude. Donc en amont, ce que je vais faire, c'est que je travaille en parallèle avec, d'un côté, les prestataires de la plateforme. Là, il s'agit de commander une ossature de plateforme qui corresponde aux besoins de l'étude. Et de l'autre côté, en parallèle, je travaille avec les chargés d'études. Alors, pendant l'étude, globalement, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, à la fois sur le plan technique et sur le plan de l'ambiance. Généralement, tous les 2-3 jours, je mets en place les nouvelles activités, que ce soit des activités comme celle dont Guillaume a parlé, ou ça peut être aussi des nouveaux sujets dans le forum. Je m'occupe aussi également d'animer et de modérer. Alors j'ai mis deux termes différents, c'est pas la même chose. Quand on parle d'animer, généralement, ça sous-entend que les participants sont censés suivre un scénario prédéterminé. Donc ils sont un petit peu moins libres de leurs paroles. Vraiment, ils sont assez guidés. Tandis que quand on modère, c'est censé être plus libre. Les participants sont plus créatifs et moins guidés. Et on intervient, que ce soit moi ou les chargés d'études, uniquement quand nécessaire, si jamais il y a un débordement ou si le sujet dérive trop. Donc voilà, ce sont deux techniques d'animation différentes qu'on utilise selon les besoins. Je m'occupe éventuellement de relancer, si besoin. Ça arrive assez rarement qu'on en ait besoin d'ailleurs. Donc généralement, je relance par le biais de la plateforme. Il y a toujours des fonctionnalités qui permettent de le faire assez facilement. Éventuellement, j'envoie un mail. Et pourquoi j'ai mis un petit bonhomme avec un téléphone? C'est parce que parfois, quand ça ne répond pas au mail, les anciennes techniques restent les meilleures, et donc un petit coup de fil, et généralement, ça relance assez bien l'activité. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu besoin d'avoir recours à ça, ou très rarement. Je m'occupe également de gérer tous les aspects techniques tout au long de l'étude. Donc, si quelqu'un me remonte un bug, que ce soit un chargé d'études ou un participant, je fais en sorte qu'il soit réglé le plus rapidement possible et le mieux possible, parce que je suis justement la personne en lien avec le prestataire de la plateforme. Quand la communauté arrive à sa fin, mon rôle, c'est également de gérer la clôture, parce que les participants ont passé de plusieurs semaines à plusieurs mois à parler un peu tous les jours ensemble. Donc ce qui se passe inévitablement, c'est qu'ils développent une sorte d'attachement sentimental à la plateforme. Il y a des amitiés qui se créent, il y a vraiment des gens qui sont tristes à l'idée que la communauté se ferme, c'est réellement le cas. Donc on leur permet d'avoir un petit peu de temps pour échanger entre eux, s'échanger leurs coordonnées, se dire merci, se dire au revoir, leur annoncer peut-être ce qui peut se passer par la suite. Et il y a vraiment des gens qui gardent contact par la suite en dehors des communautés, ça c'est très intéressant. J'interviens aujourd'hui en tant que directeur marketing d'Eurosport. Effectivement, on a géré une communauté avec nos amis d'Innov. Vous connaissez certainement la chaîne Eurosport avec cette perception française. Sachez que la chaîne est diffusée dans 59 pays et qu'on a tout un écosystème, puisqu'on a 2 chaînes de télé, un site internet en partenariat avec Yahoo. Quand vous êtes sur le site de Yahoo Sport, vous êtes sur Eurosport. Un player pour voir la chaîne en streaming. On organise aussi des événements sportifs. Le plus abouti, c'est des courses automobiles. On gère tout la WTCC, donc pour les spécialistes, c'est ces courses avec Sébastien Loeb qui vont démarrer ce week-end à Marrakech. Donc tout un écosystème. Et moi, en tant que directeur marketing, j'interviens sur un périmètre assez spécifique des partenariats avec toute la publicité, visibilité de nos annonceurs. Et dans ce cadre-là, je suis amené à comprendre comment nos téléspectateurs consomment les contenus sportifs, comment on peut démontrer le retour sur investissement pour nos partenaires, quelle visibilité ils ont eu, est-ce que ça a apporté de la notoriété, de l'image de marque, de l'intention d'achat. On a développé en interne un panel historique qu'on appelle chez nous The Voice,
Et tous les 2 mois, on interroge des téléspectateurs Eurosport qui ont accepté d'intégrer ce panel. Alors c'est géré un peu à la papa, à l'ancienne. On fait nos questionnaires entre nous, un petit groupe de travail, avec donc la Suzy qui est directrice de la research, l'équipe aussi en matriciel à Londres et à Munich. Et puis voilà, donc on est briefé, par exemple après l'Open d'Australie, il y a notre client Kia qui est sponsor et qui voudrait savoir quelques éléments, comment a été perçu ce partenariat, etc. On en profite pour glisser des questions d'ordre plus général sur la consommation de notre plateforme. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que, alors je crois que le constat est partagé avec de nombreux directeurs marketing, c'est qu'on a des taux de réponse qui chutent significativement ces derniers mois, mais là ça commence à être assez de plus en plus grave. Nous on gère une communauté, un panel de 7000 personnes à travers l'Europe, et j'ai de plus en plus de mal à avoir mes 1000 répondants tous les 2 mois. Ce qui m'a fait basculer, c'est l'année dernière, on a eu le Tour de France sur nos antennes et le directeur des programmes m'a appelé pour me demander « Écoute Vincent, on a un problème, on a une interrogation sur le marché allemand. On va diffuser le Tour de France en exclusivité et on souhaite recruter Jan Ullrich comme consultant. » On hésite un peu parce qu'il y a ces considérations de dopage, il est assez assimilé à toutes ces problématiques dans l'univers du cyclisme. Est-ce que tu peux interroger ton panel pour avoir la réponse si oui ou non nos téléspectateurs souhaiteraient avoir Jan Ullrich comme consultant? J'ai dit ouais, pas de problème, on a un terrain dans 1 mois, on peut intégrer une question, 2 semaines de terrain, je reviens vers toi dans 2 mois. Et attends, non, moi j'ai besoin de la réponse la semaine prochaine. Donc là, je me suis dit, effectivement, il commence à y avoir un décalage en amont et en aval. Et il faudrait réfléchir à d'autres solutions. Donc Philippe est venu me voir, j'ai rencontré différentes sociétés, et on a décidé de tester une gestion de communauté pour avoir plus de flexibilité, plus de proximité, et avoir des réponses plus rapides. Beaucoup plus de proximité avec nos interlocuteurs. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait sur tout ce qui est consommation du contenu sportif une batterie d'études quanti au préalable on avait fait ça sur 7 ou 8 pays à travers l'Europe. On avait déjà pas mal d'éléments et comme on faisait un test, on a en partie reposé les mêmes questions pour voir s'il y avait des différences, savoir si on pouvait aller plus loin, savoir si ce type de communauté pouvait nous apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Donc pendant ces 4 semaines, ce qui a été génial, c'est cette interactivité. Donc, contrairement à notre panel où on faisait notre questionnaire, on le lançait, on attendait, on faisait autre chose pendant les 2 semaines de terrain, et puis on reprenait la main pour les analyses. Là, ça a été vraiment un jeu de ping-pong avec nos interlocuteurs chez Enov et plein de rebonds avec la communauté, creuser, repartir. Là, ça marche pas, c'est pas intéressant, on va sur autre chose, etc., etc. Sur le profil de consommation, Guillaume parlait tout à l'heure de pépites. J'aime beaucoup ce mot. Si tu rentres dans le détail, par rapport à nos études traditionnelles quanti, c'était assez marrant de voir que, ok, alors il parle de ça, oui on sait, c'est pour nous évident, pas de souci, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un mot, quelqu'un parle de streaming, et là je suis ouais, c'est vrai, on avait posé dans un questionnaire quanti cette question du streaming. Tout le monde, la plupart des répondants souhaitaient pas vraiment s'exprimer sur le sujet, c'était assez flou. Et donc là, on a décidé, ok, on va creuser sur ce volet streaming, puisqu'il y a un répondant, une personne de la communauté qui a dit que lui, il souhaitait pas du tout payer pour avoir du contenu sportif, il cherche sur des sites russes. Donc on dit aux autres, et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est une démarche que vous avez l'habitude de faire? Et là, on a été sidérés de voir qu'effectivement, pratiquement tous les fans de sport, vous voyez qu'il y a 2 profils de consommateurs de contenu sportif. Sur la droite, on va dire les généralistes, ceux qui consomment de temps en temps, et sur la partie gauche, les passionnés, les fans, les purs et durs, qui eux creusent, cherchent de l'analyse, des infos. Et évidemment, c'est ceux-là à qui on parle nous au quotidien chez Eurosport.
Et sur ces passionnés, le streaming, c'est quelque chose d'ancré dans leurs habitudes de consommation. Ils nous ont même remonté les sites sur lesquels ils consomment. Donc on a vu qu'il y avait des sites vraiment phares, notamment des sites russes. Et on a aussi été confronté il nous a été remonté qu'il y a un site de betting. Il suffit de s'inscrire avec quelques euros et tout le contenu est diffusé. Alors c'est juste hallucinant. Donc nous, après, c'est aussi des passerelles en interne, communiquer avec le juridique qui s'est rapproché des avocats, etc., pour arrêter ces flux et donc prendre des décisions nécessaires. Le but étant maintenant d'ouvrir la session de questions-réponses. Donc si parmi vous certains ont des questions, nous sommes tous les quatre à votre disposition. Donc bien sûr Vincent, Ondine, Guillaume ou moi-même.